Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui le docteur Arshid Azarine, radiologue et artiste pianiste de jazz franco-iranien, chanteur et compositeur d'un genre unique de jazz persan. Arshid donne des concerts partout dans le monde, mais il n'est pas seulement un musicien talentueux, il est aussi radiologue de renommée internationale, spécialisé en imagerie cardiaque et vasculaire, combinant soins, enseignement et recherche. Né en Iran, Arshid a été introduit à la musique pendant son enfance à Téhéran et a commencé à jouer du piano à l'âge de 9 ans. C'est durant ses études de médecine à Paris qu'il est tombé amoureux du jazz, formant un groupe de jazz fusion et énergisant la scène du jazz persan. En parallèle à sa carrière médicale et musicale, Arshid s'est consacré à l'humanitaire, travaillant pour la chaîne de l'espoir et donnant de nombreux concerts caritatifs. Nous allons discuter de son parcours incroyable, de son amour pour la musique et la médecine et de son engagement humanitaire. Bonjour Arshid Azarine. Bonjour Grégoire, merci de me recevoir. Merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Trajectoire au rayon X. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, comment vous avez réussi à équilibrer vos études de médecine avec votre carrière musicale florissante ? C'est pas fait forcément toujours facilement. Surtout les influences des uns et des autres à côté qui vous disent il faut choisir, il faut faire un seul truc à la fois où tu réussiras jamais à faire de trucs aussi bien du côté musical d'ailleurs que du côté médical. Mais comme dès que j'arrêtais l'un, je faisais mal l'autre, donc je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux que je continue les deux. Vous avez parlé d'influence. Est-ce que vous pensez, ou peut-être comment ça s'est fait, comment la musique a influencé votre carrière médicale et vice-versa, comment votre carrière musicale d'artiste a influencé votre approche de la médecine ? Alors c'est vrai que si on remonte au temps des humanistes ou même avant, c'est vrai que des fois la philosophie, la musique, les sciences, des fois se retrouvaient chez les mêmes chercheurs. Et même aujourd'hui, dans chez le qui monde, par exemple vous avez des idées en tête ou... Ça peut être Léonard de Vinci, ça peut être Avicenne, ça peut être pas mal de médecins. Jo d'ailleurs, c'était à la fac de médecine. Moi, je jouais du jazz, j'étais auteur-compositeur d'un genre plutôt une sorte de variété française à un moment donné. Quand j'étais dans les premières années de médecine, j'avais même été remarqué par Eddie Barclay pour être produit, etc. Et on m'avait demandé d'arrêter de médecine. Donc là, je m'étais déjà un peu posé la question. Mais comme je venais d'avoir le concours, je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais attendre un peu. C'est mes collègues avec qui je joue encore, avec certains qui sont au réel, notamment Jean-Baptiste Lecanu, qui m'a dit allez viens on est en train de monter un groupe de jazz. Je dis mais j'aime pas le jazz. Je dis mais c'est pas grave, tu vas voir, tu joues un peu et puis on manque de pianistes, viens nous aider. Et c'est à partir de là que le jazz a commencé et en fait je suis vraiment tombé dans le truc petit à petit. On jouait en fait aux soirées de la fac de médecine. Et à un moment donné, on a eu l'occasion de jouer pour un concours et on a joué pour le concours, on a été pris, on a joué après au Baiser Salé, au Sunside et d'un coup, ça a commencé à se développer, on a commencé à jouer dans les clubs jusqu'à ce que l'internat arrive et qu'il nous sépare un peu tous. Oui, c'est... Juste pour dire qu'il y a pas mal de musiciens en fait qui sont, même dans un sextet que j'ai toujours, il y a toujours des médecins musiciens et un jour professeur Carpentier qui était un peu mon exemple de grand chirurgien cardiaque m'a convoqué dans son bureau et en général on prend peur quand il fait ça et c'était en fait pour me parler de mon dernier disque de piano et pour dire que lui-même était pianiste et que son grand honneur était de jouer le deuxième concerto de Chopin avec orchestre, etc. Bref, c'était finalement il y a des talents cachés en médecine. Oui, c'est vrai qu'il y a des talents cachés. Peut-être que la musique est aussi un peu une soupape pour la médecine, pour les difficultés. Ou l'inverse, des fois. Oui, exactement. Oui, c'est vrai qu'on entend aussi ça. Parce que la musique est quelque chose de sérieux aussi. C'est vrai qu'on entend ça des artistes professionnels, que c'est un engagement important.
Est-ce que vous avez, dans votre, justement, cet engagement musical, une performance musicale ou un concert ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué? En fait, c'est vrai que donc là, je parlais de tout un partie qui était peut-être hobby, mais à un moment donné, c'est devenu en effet semi-professionnel, après professionnel. Une fois que un producteur m'a demandé de me produire, etc. Et là, en fait, une fois que ça devient très plus sérieux, on le joue comme un professionnel, on joue avec des musiciens professionnels aussi, etc. Et ça rend la chose sérieuse. Et c'est vrai que là-dedans, des concerts, c'est vrai que de retourner à un moment donné, de retourner en Iran et de jouer là-bas pour la première fois, alors qu'une des premières fois que j'avais joué là-bas, c'était dans des temps plus incertains, on avait tous été arrêtés, sauf peut-être moi, et mis en prison au garde à vue pendant 24 heures. Donc la première fois que j'ai joué sur scène en public là-bas, j'avais le cœur qui palpitait en disant ils vont me sauter dessus. et ça s'est bien passé. Mais donc il y a eu ce moment qui est fort, mais aussi ces derniers temps on a joué au Châtelet, au Théâtre du Châtelet, mais aussi au Trianon pour ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui se passe actuellement en Iran, où il y a eu beaucoup de collaboration et d'improvisation de dernière minute avec des super musiciens, de super artistes. Mais en dehors de ça, plein de concerts, en effet, qui ont été marquants avec mon sextet et mon trio. Vous avez parlé du mouvement Femmes, Vie, Liberté et d'un concert que vous avez fait dans le cadre de cet engagement, un concert caritatif, j'imagine. Est-ce que, on disait dans l'introduction, vous avez eu d'autres engagements humanitaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et aussi, c'est impressionnant, on parle déjà de deux engagements à des niveaux très élevés. Il y a la chaîne de l'espoir, en effet. La chaîne de l'espoir, en fait, j'étais bercé dedans parce que je suis arrivé, mon premier stage d'externat était chez toujours professeur Carpentier, et où il y avait professeur Deloche, donc celui qui a fondé, un des cofondateurs de Médecins du Monde et aussi de la chaîne de l'espoir, donc il nous parlait beaucoup de médecine humanitaire. J'étais déjà très sensible à ça. Et c'est vrai qu'on avait déjà des enfants de la chaîne de l'espoir qui venaient, etc. Beaucoup plus tard, quand j'étais chef de clinique à Georges Pompidou, je vois quelqu'un qui vient faire les plans, de regarder un peu les plans de notre service de radiologie. Et je lui demande pourquoi c'est. Il me dit on est en train de faire un hôpital à Kaboul. Je lui dis si jamais ça peut vous aider. Moi je parle persan, ça peut aider, si vous voulez, je peux vous aider. Et là c'est parti, il a dit non, on a déjà quelqu'un. En fait il y avait pas grand monde, en tout cas je me suis retrouvé d'un coup à ouvrir cet hôpital de Kaboul. D'abord à aller recruter des gens parce qu'il n'y avait pas du tout de radiologie, donc on a fait renaître en fait la radiologie là-bas. Il y avait des manips qui faisaient des scans. C'était comme dans les films de James Bond, en fait. Vous arriviez dans un marché, il y avait plein de stands où ils vendaient des choses, etc. dans le marché. Après, ils reculaient tout ça, vous rentriez dans une porte et vous trouviez un scanner d'un coup, avec un malade qu'on apportait là, qu'on allongeait, sans aucune radioprotection. Et ils faisaient des scans. Donc en fait, on a fait cet hôpital avec premier service qui éduquait, qui a formé donc des internes, des radiologues. La spécialité a été reformée un peu de radiologie cardiovasculaire dans cet hôpital mère-enfant de Kaboul. Alors ça a commencé par la radiologie parce qu'ils se sont dit que c'est le truc le plus simple à commencer, donc on va le commencer et il faut un jour commencer. Et le jour de l'inauguration, on a commencé le scanner, sauf que là-bas, il n'y a pas de malade léger. En fait, on a commencé par un enfant on a fait le premier scan et c'était un hématome extradural, donc on a dû le mettre dans un taxi, aller chercher un neurochirurgien dans Kaboul. Mais c'est en effet des aventures où il y a beaucoup de gens, notamment, vous parliez de Jean-Pierre Pruvot tout à l'heure avant émission, qui nous a beaucoup aidé là-dedans, beaucoup de manips de Lille, des manips de Paris,
qui sont venus former des gens là-bas, et beaucoup de radiologues de partout en France, mais aussi des pays francophones autour, de Tunisie, de la Suisse, de Belgique, qui sont venus m'aider dans cette entreprise. Le service marche toujours, malgré le retour des talibans. C'est le seul endroit où, pour l'instant, il y a encore des soins, mais aussi le service de radiologie. Des bus vont chercher les femmes aussi qui travaillent toujours dans le service, pour les amener à l'hôpital pour travailler, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est un peu évidemment douloureux. Oui, j'imagine. Aux plus jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans un projet humanitaire, un peu, comment est-ce qu'on allume la mèche, on va dire? Comment est-ce qu'on commence? Par où on s'y prend? Est-ce que, par exemple, ils peuvent s'adresser à la chaîne de l'espoir? Alors, c'est partout, hein. Ça peut être aussi en France, quelque part. Mais surtout avec la télémédecine qui existe aujourd'hui, c'est vrai que là, pendant le Covid, par exemple, on a fait beaucoup de cours. Où, là aussi, je remercie les collègues français qui ont beaucoup participé. Il ne faut pas croire forcément que on va faire des cours à des gens nuls. On est assez surpris parce que les gens sont super motivés. Ils n'ont pas accès à la science, donc du coup, ils cherchent partout la science. Donc, ils vont sur Internet et ils ont des niveaux, des fois, on est étonné, et ils voient des maladies qu'on voit, nous, jamais. Donc, ils viennent nous voir comme la personne qui porte la solution, et on se retrouve devant des pathologies tellement avancées qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Donc, c'est vrai que c'est... Des fois, on apprend des deux côtés, même quand on revoit les dossiers ici en télémédecine. Et puis, quand ils font on avait organisé des cours qui tournaient, donc beaucoup de spécialités faisaient les cours, et après, il y avait des questions, en effet, avec des dossiers éventuellement. Mais sinon, ça continue. Alors, c'est vrai que la radiologie, c'est plus difficile parce qu'il faut déjà une infrastructure, c'est pas quelque chose de brousse, c'est pas comme la chirurgie ou l'anesthésie. Et la chaîne de l'espoir, comme il fait des hôpitaux dans les villes et après il forme les gens, de ce côté-là, en fait, il y a un hôpital, donc il y a forcément, souvent maintenant, de l'imagerie, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a la radiologie, mais il y a sans doute d'autres structures où il y a de la radiologie. Là, on collabore toujours, là cette fois-ci c'est avec Mozambique, où il y a des gens qui vont venir ici, et d'ailleurs, s'il y a des radiologues qui sont intéressés, ils ont besoin de gens qui vont les former là-bas au Mozambique, ou des gens qu'on accueille ici. Hein. Donc, on accueille sur terrain, on les forme sur terrain, mais on va aussi sur place. Ben, c'est très bien pour les auditeurs. S'il y en a qui voudraient, qui contactent la chaîne de l'espoir, ou vous directement. Ou moi directement, je suis le référent en radiologie en fait. Ouais. D'accord, c'est vraiment magnifique. On va reparler un petit peu de la musique et de la radiologie, bien sûr. Donc, vous savez, la radiologie, c'est 2 identités, 5 systèmes et une transversalité. Et ça donne donc 2-5-1, qui est, vous le savez, une cadence de jazz, la cadence un peu de base du jazz. Moi, j'avais une question un peu plus poussée. Vous avez dit au début de l'entretien que vous n'étiez pas très porté sur le jazz au départ, et maintenant vous êtes une référence pour le jazz persan. Vous êtes allé loin dans la spécificité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du jazz persan? Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui existait, ou quelque chose, c'est des influences que vous avez combinées? Alors c'est vrai que de mettre toujours des étiquettes, en même temps c'est pas bien et c'est bien. La musique, c'est la musique en fait, et les influences viennent de partout. Et dans le jazz, qui est normalement une création afro-américaine, ça donne cette liberté de pouvoir intégrer d'autres sensibilités, notamment de musique mondiale. Et dans toutes les musiques folkloriques, notamment dans les musiques folkloriques persanes, il y a déjà cette tradition de faire un thème et après d'improviser. Donc il y a quelque part cette
structure qui était déjà ressemblante. Après, moi, quand j'ai fait du jazz, c'était vraiment beaucoup dans le jazz. Moi-même, j'aimais beaucoup le jazz brésilien. Après, ça a été aussi latin. Et on est obligé aussi de faire tous les standards. Quand j'ai révisé mon internat, j'étais à côté là, d'ici, à la cité universitaire, le pianiste de bar du théâtre. Donc 1 heure avant le théâtre, je jouais, il me donnait à manger, il me payait et je retournais réviser. Et donc j'ai dû quand même me faire un peu les doigts sur ce jazz-là. Et puis mon père me disait toujours... mon père était peintre, en fait. Il avait déjà cette dualité. Il était ingénieur des mines. Et quand il était à la maison, il était pour moi peintre. Je voyais que ses peintures, mais très perfectionnées. Et ce qui fait que quand on est venu en France, on a dû vivre plutôt de ses peintures parce qu'il ne pouvait pas retravailler. Donc, pour moi, c'est assez naturel d'avoir ces deux côtés-là. Et il me disait toujours, le jazz, tout le monde en fait, essaye de mettre tes racines un peu persanes dedans. Et comme c'était mon père, forcément, je ne l'écoutais pas, mais petit à petit, quand même, j'y réfléchissais dans le fond et j'ai commencé, en effet, à les mélanger un peu. Quand je commençais à revoyager un peu à Téhéran, à voir les instrumentistes là-bas, d'essayer de constituer ce mélange et de refaire naître ce mélange. Alors, ce mélange, il est né il y a plus longtemps que ça, en fait, dans les années 50, quand les Américains sont arrivés en Iran. En fait, eux-mêmes, les Américains, ils se sont beaucoup mélangés avec les instrumentistes iraniens. Il y a Duke Ellington il a un morceau qui s'appelle Ispahan. Il y a Caravan, il y a tout ça déjà qui avait des gammes un peu du coin, disons, en tout cas au persan. C'est quoi comme mode de gamme? Alors les modes perses, oui, c'est pas les mêmes modes, et puis il y a des quarts de ton, etc. Donc si on veut vraiment rentrer dans le truc, ça peut devenir plus compliqué. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer aussi avec les gammes tempérées. Donc, mais c'est vrai que les gammes iraniennes sont déjà plus compliquées, mais en tout cas, c'est de la musique modale. C'est souvent de la musique modale et c'est vrai que comme Coltrane l'a remis un peu à la mode ici, donc les musiciens de jazz ont commencé à retoucher cette musique modale, et du coup les mélanges sont devenus plus faciles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Ibrahim Alouf pour le côté libanais, Tigran Amassian pour le côté arménien, Azizia Mustafazadeh le côté azéri, enfin il y a plein de petites sortes pas de jazz ethnique, mais en tout cas des sensibilités qui viennent se mélanger. C'est passionnant, merci. On nous a dit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous faites la musique le jour et la radiologie la nuit, que vous avez des horaires un peu particuliers. Comment vous faites en pratique pour concilier les deux? Un peu en creux, la question, c'est qu'est-ce que vous conseillez aux plus jeunes qui auraient comme ça des passions ou des engagements à ce type de niveau en radiologie et dans autre chose? Surtout de suivre son cœur. Je ne me rappelle plus la citation, il faut que je me rappelle, de Kundera qui nous a quittés hier, où il disait que finalement ce que le cœur disait, c'est là qu'il fallait être et avancer. Bon, il faut que je retrouve la citation. Mais c'est sûr que il faut quand on aime, on fait, et on ne cherche pas à trouver le temps. On ne dit pas je ne trouve pas le temps, qu'est-ce que... Et quand on aime, il faut le faire. Et surtout, les gens qui vous disent tu n'y arriveras pas, ne pas les écouter. En fait, quand on aime, on fait et on y arrive. C'est surtout ne pas se laisser décourager par les autres, à moins que nous-mêmes, après, ça ne nous dise pas, etc., et qu'on arrête nous-mêmes. Mais ça, c'est d'autres raisons. Mais vous parliez de... Pour les plus jeunes, mais vous avez très bien répondu. Enfin, je pense que le message est clair. Si en plus de l'imagerie et de votre vie, il y a une passion qui vous attire, il faut continuer. Voilà. Et une question qu'on peut se poser, c'est là actuellement, donc vous êtes radiologue, musicien, votre engagement humanitaire. Est-ce que vous avez d'autres projets dans la musique ou dans l'imagerie?
Alors là, c'est vrai que là, dans l'imagerie, je fais beaucoup de flux 4D, et je suis les recherches que je fais en ce moment sont sur les flux, sur le vortex en fait. Sur le vortex qui sont donc ces flux qui tournent dans les vaisseaux, dans les artères, dans l'aorte, dans l'artère pulmonaire. Et on travaille avec les gens de Marianne Long dans les HTAP. On a travaillé je travaille avec Stanford du coup ici là-dessus. Et mon prochain album est sur le vortex aussi. Donc comme tout le monde me disait, tu fais des choses tellement différentes, je me suis dit voilà, on va converger les deux. Et donc le prochain album s'appelle Vorticity aussi, ce qui fait que les choses se rejoignent. Il y a pas longtemps, Rayel Cohen, professeur Cohen, qui est président ou passe-président de la Société française de cardio, m'a demandé de venir parler justement de mes recherches sur le vortex parce qu'il avait entendu, etc. pendant 1 heure. Je me suis dit, mais pendant 1 heure, d'accord, si tu me laisses venir avec un piano et avec... enfin, tu me trouves un piano plutôt. Et je viens avec une danseuse, il m'a dit très bien. Donc, oui. donc dans la danse de Samod et d'Erwish Turner en persan, sur le côté soufi, donc il y a ce côté vortex qui est là, qui existe. Et c'est assez étonnant quand on revoit ces poèmes soufis. C'est étonnant comme des fois ça ressemble à la conclusion de notre papier avec Stanford. Ah oui. On a l'impression de voir le même message au final à travers ce chaos et ce flux hélico qui trouve le chemin, en fait, le tourbillon de la vie qui avance. Bref, voilà, c'est la convergence, le prochain album. Oui, moi j'avais vu où on avait discuté d'une collection de mode, donc c'est un autre type d'art, qui s'appelait Artefact. Je me suis toujours posé la question si on pouvait, dans de la question des artefacts en imagerie, de signaux qui ne sont pas choisis, on va dire, ou où il y a une forme de distorsion non voulue, si à partir de ça on pourrait, et quel type de musique ça ferait. J'espère que ce sera l'album après Vorticity. Non, mais en tout cas... Le jazz est fait d'artefacts, en fait, de choses qu'on ne s'attend pas, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du jazz, c'est de se risquer à aller là où on ne doit pas aller. Et créer l'artefact, comme dirait Luba, un pianiste jazz, catastrophe ou paradis, qu'importe. Le fait, c'est de trouver la bonne résolution après. Et donc, tout l'art, c'est une fois qu'on a créé cette tension qui met tout le monde un peu comme ça, de le résoudre. Et cette progression harmonique vers la résolution qui, dans la vie aussi, ça peut être... Oui, c'est un très bon conseil dans la vie. Bon, on ne pourrait pas conseiller de faire des artefacts catastrophes, de vouloir les conseiller, mais d'utiliser une marche harmonique pour rejoindre un cours plus normal et moins tendu. Retourner à l'équilibre. Et retourner à l'équilibre. Merci beaucoup, Archid Azarine, pour cet entretien passionnant. Je pense qu'en commentaire du podcast, on mettra tout un tas de liens vers ce que vous avez fait, mais peut-être aussi vos profils de réseaux sociaux pour que les gens qui ne vous connaissent pas encore puissent aller vous écouter. Alors, le single de Vorticity sort en octobre, le 12 octobre, le premier jour des JFR, si vous êtes, pour ceux qui sont dans le coin. Et parce qu'on joue au Sunside le même soir. Et après, l'album Vorticity va sortir en mars 2024. Magnifique. Trop bien. Avec impatience, donc. Ah, c'est bon, je retrouvais la citation de Milan Kundera qui disait « Lorsque le cœur a parlé, il n'est pas convenable que la raison élève des objections. » Merci beaucoup. Merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.